Récap août 2015 sur On garde les contacts avec les têtes couronnées et les invités et chroniqueurs qui nous ont permis de bien comprendre, bien aborder les sujets et aussi de faire de l'extinction par moment sur les sujets. Alors, les sujets, on vous les ramène pour vous rafraîchir la mémoire. Nous avons parlé de comment bien s'orienter après le bac. Nous avons parlé des colonies de vacances. Étiez-vous pour ou contre les colonies de vacances? Et si vous étiez pour les colonies de vacances, comment choisir une colonie de vacances? On n'oubliera pas aussi d'aborder la question relative à l'orientation. Si nous sommes orientés dans une filière non souhaitée, est-ce qu'il y a des voies de recours pour changer de filière? Et enfin, faut-il, oui ou non, tout arrêter pendant les vacances pour passer au divertissement? Voici autant de questions qui vous sont posées aujourd'hui parce que ces questions ont été posées durant le mois d'août 2015. Pour en parler, Marie-Christine Adou, toujours fidèle au poste. Bonjour Marie. Bonjour Ahmed. Ça va bien? Ça va. On est venu en courant aujourd'hui encore Marie. Marie, vous courez tous les jours. Ah, ça, c'est à cause de ma fifi. Hein. Ah, Ouais. donc, pas de vacances. La grande fifi mariée. Ah, d'accord. Oui. D'accord. J'accuse madame et oui. D'accord. On l'a salué hier. Oh, bon, c'était un bonheur. Donc, Oui, c'est un bonheur. voilà. Ok, d'accord. Merci d'être là quand même. Là, vous n'êtes pas tout à fait en retard. Inabo Delors, bonjour. Bonjour Inabo. On passe au peigne fin. Tout ce qui s'est passé au mois d'août 2015, ça a de l'importance parce que certaines personnes prennent des émissions en marche. Certaines personnes souhaiteraient faire des ajouts ou rectifier des choses. C'est tout à fait important de s'arrêter à la fin du mois pour revenir sur tout ce qui a été dit en plateau. Bien sûr, nous avons avant tout un rôle pédagogique et la répétition étant pédagogique, nous devons nous efforcer de revenir sur ce que nous avons eu à dire pour que chacun puisse tirer les enseignements qui vont avec. Voilà, et sans toutefois effrayer ceux qui sont en vacances. Vos vacances se passeront bien et vous avez les preuves sur les différents écrans du groupe RTI et surtout avec RTI2. Ça swing et ça bouge. Seydina Chérif Ahmed, vous n'aimez pas les week-ends, mais vous avez les congés et les vacances quand même. Non, en réalité, il n'y a pas de vacances en réalité. Parce que même ceux qui ont créé les vacances, je pense que quand ils ne font pas ce qu'ils faisaient d'habitude, ils font autre chose. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de leur maison, de leur jardin, etc. Marie en sait quelque chose parce qu'elle a quand même vécu avec eux. Ici, nous copions souvent les choses de manière gauche. Parce que on fait la sélection à l'envers. Justement. Quand c'est pas bon, voilà. On prend. Voilà, comme je l'ai dit, c'est bon, être en congé ou bien tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, mais... Voilà. Hein? Oui, non, Mohamed, parce que vous voyez, quand on est en congé ici en Afrique, ou bien on est en vacances, ou bien on est mort entre guillemets, pour dire qu'on ne fait plus rien, parce que celui qui est mort, il ne fait plus rien. Alors la vie est en train de passer, ou bien on dépense plus. Voilà. Donc moi je pense que c'est bon de se reposer, mais on peut se reposer en travaillant, en faisant autre chose. Parce que c'est la tête qui se repose. C'est la tête qui commande l'organisme. Donc moi je suis peut-être déclaré en douane. Voilà. Je sais qu'après, quand on finit la campagne de cacao, etc., vraiment on est tous fatigués parce qu'en ce moment il y a la pression et tout ça. Mais quand je me retrouve chez moi à la maison, que je prends un livre pour lire, mais je suis en train de me reposer. Voilà, je suis en train de me reposer, mais je suis en train de faire autre chose. Voilà. Faire de la migration, c'est-à-dire changer d'activité, peut-être considéré comme toujours utile. Mettre en vacances son activité principale. Justement, voilà. Voilà, donc ce n'est pas synonyme de cessation de toute activité. Justement. Merci Seydina. On va commencer par cet élément proposé par les bons profs. C'est un élément dans lequel on se pose la question suivante. Je ne vois, c'est pas le bon élément qui est au moniteur. Nous espérons que le bon élément sera là. Faut-il tout arrêter pendant les vacances? On y va ensuite. Il y a une grande dimension, un lien non visible qui unissait avant les pères, mères, frères et sœurs, tout ça, qui a aujourd'hui disparu dans notre société. On est rentré dans une espèce d'individualisme qui ne dit plus son nom. Mais il est normal quand on est dans ce système-là que des gens s'inventent eux-mêmes leur propre vie et qu'on assiste aux résultats qu'on voit aujourd'hui. Quand on dit qualité d'un enseignement, c'est pas je viens là avec mon cours bien fait, je donne. Non, la qualité veut dire quoi? Du proviseur au surveillant. Moi, je me souviens, nous, quand on dit 8 heures le lycée, ce proviseur-là, je ne veux pas dire son nom, mais ce proviseur, il nous a rendus excellents au lycée d'Abankourou. Parce que quand tu arrives à 8 heures, il est devant son portail. À 8h10, le portail est fermé et le censeur vous
Tu rates ton cours d'1 heure, tu ne rentres pas. L'enfant qui était un bien pour la société hier, qui il est aujourd'hui? Il est toujours bien. Bon, écoutez, quand à 2 ans on envoie les enfants, c'est-à-dire qu'on envoie les enfants ailleurs, soit des gens qui doivent se socialiser, alors quelle est la transmission des sentiments à l'enfant? Quelle est l'éducation qu'on doit donner à l'enfant? On s'excuse pour la qualité du son. Bon, la question c'était pour ou contre les cours de vacances. Nous avons eu les différentes positions sur ce plateau. Il est toujours important de revenir sur ces positions. Bon, de reprendre, remettre une couche pour que les téléspectateurs sachent qui est-ce qui voulait quoi pour son enfant durant les vacances. Tout en rappelant que le 22 42 54 reste ouvert, vous pouvez réagir au sujet de votre choix. Nous commençons par M. Inabo. Voilà, les cours de vacances, est-ce que ça surcharge l'enfant ou est-ce que ça a son utilité, mais à certains moments des vacances? Bon, pour revenir sur la question, vous passez une couche comme vous l'avez dit Mohamed. Je pense qu'il faut recadrer, ou du moins résumer, merci. Résumer notre propos sur lequel on a eu à discuter durant tout le mois. En fait, on a dit que l'enfant a 3 mois de vacances, de grandes vacances. Et j'ai dit ici qu'il était important qu'on accorde à l'enfant le droit de faire autre chose que ce qu'il a fait pendant les 9 mois de l'année académique. Pendant un bon moment, il doit faire autre chose. Et j'avais suggéré que pendant les 2 premiers mois des vacances, l'enfant s'amuse. Mais qu'on devrait, dans le dernier mois des vacances, c'est-à-dire le mois qui précède la rentrée scolaire, lui permettre de s'engager dans une espèce d'immersion, voilà, pour réapprendre à se familiariser au milieu académique afin d'effectuer une rentrée réussie. Voilà, cela dit, je voudrais préciser ma pensée sur ce point pour dire que les cours de vacances tels qu'ils nous sont proposés actuellement ne sont pas mal du tout, mais je pense qu'il serait pertinent de faire des cours de vacances adaptés, c'est-à-dire sur la base de ce que l'élève n'a pas eu à bien maîtriser dans le courant de l'année, on pourrait organiser des cours en fonction. Pour moi, c'est une question de méthodologie. Chacun devrait venir faire sa révision personnelle, comme quand on envoie un véhicule au garage avant la visite, on ne va pas pour tous les points, on va pour des points spécifiques. Il devrait en être de même pour l'élève. C'est l'élève qui sait quels ont été les points où il a flanché durant l'année scolaire, quels sont les points où il a besoin d'un peu plus d'appui, de performance. On devrait pouvoir faire des cours de vacances dans ce genre-là, plutôt que d'emmener l'enfant pendant 1 mois et tenter de lui apprendre des choses auxquelles il n'est pas habitué, c'est-à-dire des choses de l'année qui suit. En termes de volume d'enseignement, on ne pourra pas lui donner ce qu'il faut. Et en termes de temps, le temps n'est pas suffisamment bon pour lui permettre, disons, d'assimiler l'ensemble de ces données-là. Si bien que quand il arrive en année supérieure, ce qu'il a appris ne lui a servi à rien, ça n'a aucune pertinence. Et souvent, il se trouve perturbé par ce qu'il a appris quand le nouveau prof veut lui enseigner avec une manière différente. D'accord. Burkina Faso avec Zeba. Zeba est au plus 225 22 42 54. Bonjour, monsieur. Bon, voilà. Liaison téléphonique interrompue. Marie-Christine Adou, il faut alors éviter le phénomène de mode pour les cours de vacances. Il y a un calcul à faire. Ce n'est pas conseillé à toutes les périodes des vacances et aussi ce n'est pas sur toutes les matières qu'on va mettre l'enfant durant les vacances. Donc il faut faire un travail préalable basé sur ses performances et ses contre-performances de l'année précédente. Oui, tout à fait. C'est exactement bien résumé. On va quand même étayer, sinon vous l'avez bien résumé. En fait, il faut juste faire le bilan parce qu'il y a un résultat, il y a un carnet de notes avec les faiblesses et les forces, avec les appréciations de chaque professeur ou si c'est à l'école primaire, l'enseignant, le maître ou la maîtresse. Et donc, c'est ce bilan-là qu'il faut voir et diriger son enfant
à 3 semaines avant la rentrée, c'est suffisant, 2 heures matin, 2 heures après-midi, de sorte entre deux, l'enfant relaxe, quoi. Avec 4 heures. Là où nous sommes maintenant, est-ce qu'il est tard d'inscrire un enfant dans un cours de vacances? Oui, parce que selon, bon, pour les écoles privées, c'est tard, hein, parce que la rentrée, c'est le 2, là, le 2 septembre. Maintenant, pour nous, s'il y a encore 2 semaines, ça peut être louable. C'est louable même, c'est pas ça peut être. Les 2 semaines, c'est louable, puisque je pense que la rentrée, c'est mi-septembre. Voilà, donc c'est louable, hein, on peut le faire. Hein. L'enfant va reprendre sa base où il a eu ses faiblesses. Voilà, c'est tout, quoi. C'est pas de faire ce qui est à venir, puisque c'est une méthodologie qui va être propre au nouvel enseignant ou au nouveau maître. Donc, c'est pas la peine. Mais revoir les bases, refaire, il y a le cahier de vacances, mais il reprend son cahier de vacances. D'accord. Voilà. La décision doit être peut-être guidée par une visite régulière du cahier de correspondance de l'enfant. Ça, on se positionne dans le cas de quelqu'un qui souhaiterait inscrire son enfant pour des cours de vacances. Le cahier de correspondance, qui est un cahier qui établit le pont entre la famille et l'école, doit être visité. Ça, c'est le lieu d'attirer l'attention des parents sur cet acte-là. Bien sûr, puisqu'en réalité, nous visons ce cahier-là. Je pense que quand tu nous amènes, qu'on puisse viser. C'est tout à fait important de voir aussi, comme ce que mon frère Marcel vient de dire tout à l'heure, pour voir un peu les faiblesses de l'enfant et autres. Mais moi, je vais au-delà de ça. Et comme je l'ai toujours dit, il faut préparer psychologiquement l'enfant. Il faut préparer moralement l'enfant. Toute personne a besoin d'être préparée moralement, psychologiquement, pour aborder la vie en tant que telle. Parce que c'est la vie scolaire que l'enfant va aller aborder. Donc, moi, pour ma part, je pense que je ne suis pas pour les devoirs de mathématiques ou bien de philosophie, etc., mais plutôt pour des devoirs de civisme, c'est-à-dire le comportement de l'enfant. Alors, quel est le comportement que l'enfant doit avoir vis-à-vis de ses enseignants, vis-à-vis de ses cahiers, vis-à-vis de l'environnement scolaire, vis-à-vis de lui-même sa responsabilité. Parce qu'un enfant qui est préparé dans ce sens, je pense qu'il pourra avoir la tête sur les épaules s'il a des bonnes notes. Il pourra aussi se maîtriser et aller au-delà s'il a des mauvaises notes. S'il a des mauvaises notes, il ne va pas forcément perdre confiance en lui. Or, celui qui perd confiance en lui, quelle que soit la bibliothèque où il a été formé, il ne va pas aller de l'avant. Or, si on prépare les enfants psychologiquement, moralement, comme nos parents le font si bien au village, je pense que ça peut aller aussi. Maintenant, il ne faudrait pas aussi, parce que nous sommes des Africains, nous avons nos valeurs aussi, il ne faudrait pas aussi éviter, comment on appelle ça, oublier l'aspect d'envoyer l'enfant au village pour qu'il puisse aller aussi recevoir aussi des choses à partir de nos parents qui sont là-bas. Voilà, parce que enfant qui est au village déjà. Oui, un enfant qui est au village déjà aussi, il faut que, ceux qui sont déjà au village, il faut que les parents aussi évitent à un certain moment de les amener trop au champ. Hein, il faut les amener dans les cases sacrées pour les laver de temps à autre. C'est très important, Mohamed, parce que moralement et spirituellement, c'est très important. Il faut que l'enfant soit mis en confiance. Alors, la mise en confiance en Afrique, ici, nous savons très bien que ça part aussi à partir de là. Je n'occulte pas, je ne parle pas, je ne rejette pas les aspects religieux, hein, non, mais nous avons aussi nos valeurs aussi qu'il faut inculquer aux enfants. D'accord. Merci beaucoup. La question, c'était pour ou contre les cours des vacances. Je pense que on n'est pas contre les cours des vacances ici. On n'est pas contre cette activité des vacances, mais il faut pouvoir situer cette activité-là dans le temps, c'est-à-dire bien meubler les vacances. 3 mois, officiellement 3 mois, donc les 2 premiers mois peuvent servir au divertissement. Premier mois d'euphorie pour ceux qui ont eu les examens. Second mois, on commence à tasser les choses. Et puis, dans le 3e mois, en tout cas, penser à réchauffer le moteur pour travailler les réflexes de l'enfant. Et ça va lui permettre de bien rentrer dans la nouvelle année. Et surtout, comme Inabo l'a dit, éviter de faire croire à l'enfant que les cours de vacances pourront lui permettre de prendre une avance sur l'année qui suivra. Il faut travailler sur ses faiblesses, faiblesses constatées à travers ces activités de l'année qui vient de s'écouler. Alors, l'élément suivant nous dira ce qu'il y a à débattre tout de suite et maintenant, parce que les éléments viennent en canon. Nous sommes obligés de vous proposer cet élément bien après, l'on aura l'occasion d'en débattre. Donc, il faut des mutuelles agricoles qui
se mettre ensemble en association pour faire créer des colonies. Il faut aussi des bourses qu'on appelle les bourses de jeunesse pour pouvoir faire partir les enfants en vacances. Il faut des aides des mairies et des conseils généraux, vous voyez. Donc c'est toute une organisation. Et il y a les comités d'entreprise aussi. Et je pense qu'en faisant cela, ça implique donc des contrôles minutieux et je pense que l'encadrement peut être mieux. Le divertissement, en fait, ce n'est pas un ensemble de jeux où on n'apprend rien. Il devrait en être de même pour les fondements sur lesquels on se base quand on veut faire une colonie. Si j'ai une fiche où on me dit l'enfant va nager dans la mer, il va apprendre à jouer au baby-foot, il va apprendre à faire ceci, cela, tout est jouer, sans apport constructif, sans apport qualitatif et quantitatif sur ses connaissances de base. Vous préférez garder votre enfant? Je préfère le garder parce que pour moi, toute opération dans laquelle je veux insérer mon enfant doit pouvoir lui apporter, je dis bien apporter un truc en plus sur ses connaissances. L'homme ne peut pas se développer s'il n'a aucune connaissance de lui-même. D'accord. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, Mohamed. Aujourd'hui, en Europe, j'aime pas prendre les exemples là-bas, mais ils sont en train de s'accaparer de certaines valeurs que nous avons. Aujourd'hui, en Europe, les grands-parents, c'est-à-dire que les gens, au lieu de maintenant aller déposer les enfants dans les crèches, ils envoient les enfants chez les grands-parents. Et les enfants sont très heureux, ils sont bien éduqués. Les parents même, les grands-parents maintenant commencent à découvrir l'amour même pour l'enfant. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de nous aimer, nous, mais ils ont tout le temps aujourd'hui d'aimer nos enfants. Alors pourquoi les priver de ce bonheur-là? Voilà. Comment choisir une colonie pour son enfant? Les critères ont été listés ici. Inabo, vous avez insisté sur la foi religieuse. Oui, j'avais donné 3 critères. Le premier critère, c'était le contenu des cours de vacances. Qu'est-ce qu'on nous proposait? La colonie. Pardon, la colonie de vacances. Qu'est-ce qu'on nous proposait comme contenu? Voilà. La sortie allait se baser sur quel thème? Voilà. Quel était le thème de la dite colonie? Ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère, j'avais parlé de la destination. C'est en ce sens-là que j'avais dit que je ne trouvais pas pertinent qu'on prenne un enfant à Abidjan et qu'on l'amène à Yamoussoukro pour une colonie dite de vacances. Pour moi, c'est le même environnement. Il n'apprendrait rien, absolument rien de nouveau. Et le troisième critère, c'était le témoignage des organisateurs. Voilà, j'ai donné une piste que j'ai trouvée assez intéressante, sur la base de laquelle on pourrait se renseigner auprès du service socio-culturel de la mairie où le site est prévu. Voilà, pour pouvoir avoir les informations idoines sur l'équipe qui est chargée d'organiser. Et j'avais dit que pour moi, il fallait accorder une attention toute particulière sur la foi religieuse des personnes entre les mains de qui on laisse les 10 enfants. Voilà. Parce que pour moi, il faut absolument qu'on ait affaire à une équipe pour qui il y a une alchimie hiérarchisée dans les normes qui gouvernent le monde. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, je ne peux pas lui laisser mon enfant entre les mains. Voilà, si bien que... Oui, c'était moi qui parlais. Et donc, pour moi, il faut absolument vérifier ce côté-là, savoir dans quel esprit l'enfant s'en va, comment est-ce qu'il sera coaché spirituellement, dans quel sens il sera orienté. Pour moi, c'est des choses assez importantes sur lesquelles il faut... Nous espérons que vous avez noté cela. Pour ceux qui seraient d'accord avec M. Inabo, voici les critères qui lui permettraient de choisir une colonie de vacances. Nous retournons au Burkina Faso retrouver Zeba qui est toujours en ligne. Zeba était là, mais la connexion a été interrompue. Il est de retour. Bonjour. Bonjour. Ok, bonjour. Merci d'être là. Zeba, vous nous appelez de quelle ville de Burkina Faso? Bon, j'appelle de Bungué. De Bungué. C'est dans le nord, sud, le sud, l'est, l'ouest, le centre? Pardon? D'accord. On laissera la localisation de la ville. Alors, on vous écoute. Vous avez un choix à faire parmi les sujets traités sur ce plateau au mois d'août. Lequel des sujets vous intéresse? Ok, bon, moi, c'est le sujet des vacances, quoi. D'accord, on vous écoute. Parce que, bon, moi, selon moi, j'adore que, bon, pendant les vacances, les enfants puissent sortir au moins pour se distraire. Oui. Tu vois, par exemple, comme ça, par exemple, tu se distrais, aller dans les villes qui ne connaissent pas, sur les sites touristiques, tu vois un peu. Voilà.
D'accord. Quand les vacances, l'enfant est enfermé, l'enfant ne sort pas, c'est pas bon quoi. D'accord. Merci beaucoup. Il conseille, hein, Marie-Christine, il nous conseille et conseille aux téléspectateurs de ne pas enfermer les enfants durant les vacances, leur permettre la mobilité. Et ça, on en a parlé durant tout le mois ici. Hein. Tout le monde est d'accord que changer d'univers, changer de cadre pourrait permettre à l'enfant d'être épanoui et de bien aborder l'année suivante. Voilà. 22 42 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, plus 225 22 42 54 pour ceux qui appellent de l'étranger. Nous parlons de vacances et d'activités qui vont avec. Et nous sommes à l'étape de la colonie des vacances. On a eu l'intervention d'un moniteur de colonie de vacances en l'une des semaines qui trouvait que tout s'est passé bien et que les colonies sont étant bien encadrées déjà par l'État, ce n'était plus la peine de mettre ça à débat, ce n'était plus la peine d'essayer de fouiller les dessous des activités des colonies parce que tout s'est passé bien déjà. Il nous appelait de Port-Boué, si ma mémoire m'est fidèle. A-t-il oui ou non raison? Parce que... Non, il n'a pas raison parce que tout ne se passe pas toujours bien. Voilà, toute activité, même régie par l'État, doit toujours avoir son suivi. Hein. Même l'État met des agents. Donc, qui dit agent, qui dit personne humaine, il faut toujours un suivi derrière. Hein. Donc, on ne peut pas mettre les enfants dans les mains d'un organisme sous prétexte que c'est l'État qui gère et que tout va aller bien. D'accord. Vous êtes dans l'immigration. Est-ce que vous n'avez pas attiré l'attention des populations sur certains points importants, certains points essentiels par rapport au déplacement de groupes d'enfants ou de groupes de personnes? Oui, si, parce qu'il faut d'abord voir, est-ce que il y a les services de transport, parce que quels sont les cars, il faut quand même que les parents qui aillent inscrire aillent visiter dans quel car, dans quel moyen de transport les enfants vont. Il y a ça parce que beaucoup négligent ce côté. Et tout ce qu'il faut, c'est le coût, c'est combien, les enfants iront où. Mais ils seront transportés comment? C'est ça, quelle est la compagnie du car? Est-ce une compagnie fiable? Voilà, parce que si c'est une compagnie où les chauffeurs n'ont pas l'expérience, je ne vais pas citer un nom d'une compagnie ici, mais on sait qu'il y a une compagnie qui est quand même assez bien structurée. Voilà, il y a une ou deux comme ça. Donc, il y a les moyens de transport, les gens même, la personne, la ressource humaine qui va encadrer ces enfants. Est-ce que ce sont des gens qui ont des... Qualifiés. Voilà, ce sont des gens qualifiés. Et puis, il ne faut pas se gêner de demander qu'ils montrent. Voilà, et aussi l'expérience. Bon, on ne va pas condamner les nouvelles structures. On peut être une nouvelle structure aussi. Maintenant, vérifier les papiers. Est-ce qu'ils ont eu les agréments? Voilà. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont une image d'eux sur place? Moi, je viens, je veux faire ma colonie et je dis, je vais envoyer vos enfants au Togo. Mais est-ce qu'on voit Marie, Christine au Togo sur le site? Est-ce qu'on voit un des agents sur le site? Ne confiez pas vos enfants. D'accord. Donc, on peut toujours avoir des images des agents sur le site hein, parce qu'il y a des repérages avant. Voilà. Il faut voir est-ce même qu'ils si sont c'est votre première repérés, destination, voilà. Même si c'est la première fois que vous allez ouvrir la destination Togo, vous êtes allé en repérage. Et Inabo aussi a soulevé un point très important aussi, c'est de rentrer en contact avec la municipalité sur place. Parce que si vous nous rendez visite à Yamoussoukro, par exemple, je suis vraiment une autorité de Yamoussoukro, je suis investi d'autorité, je devais être saisi. Donc, où mes services doivent être au courant du moment qui doit s'opérer sur le territoire de Yamoussoukro. Parce que si la municipalité ne vous connaît pas et n'est pas informée de votre activité, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. C'est la preuve que la question même de la destination présentée par la colonie, il y a de fortes raisons d'en douter. Et même, j'ajouterais, il n'y a pas que la mairie. Hein. Normalement, pour un déplacement, il y a la police, il y a la mairie. Voilà, c'est les deux, parce qu'on ne peut pas se permettre de dire je vais faire une colonie à Daloa, à Bangourou, et sans que la mairie ni la police ne soient. Ça va ensemble, et tout ça, c'est des agréments, il faut une autorisation des instances. Destination Dimbokro, on retrouve Madou qui est au 22 42 54. Madou à Dimbokro, je crois que sauf elle aura besoin d'un casque aussi. Madou, bonjour. Bonjour. Pas de retour. Alors, Seydina, on a parlé du contenu, aussi des moyens de transport, vérifier avec la
l'administration, la municipalité, par rapport à la destination, qu'est-ce qu'on pourra ajouter à tous là aussi, à cette liste-là, pour que on choisisse avec sérénité une colonie? Oui, c'est notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants. L'amour qu'on a pour nos enfants, chers enfants, comme je le dis d'habitude. Il faut qu'on puisse pouvoir donner l'éducation de base. C'est-à-dire que quand l'éducation de base, il faut que tout ce qu'on fait là-bas, même s'il y a des choses nouvelles qui viennent d'ailleurs, mais il faudrait que le socle, la base même de la chose soit culturelle. Ça doit être culturel. Ça doit permettre à l'enfant de se connaître. Parce que tout développement commence par la conscience de soi. Moi, je pense que le premier pas vers le développement réel d'un individu, même d'une société, c'est d'abord la conscience de soi. Ça est très important. En plus, il faudrait que le frère qui avait appelé la dernière fois par du gouvernement, comment on appelle ça, nous avons malheureusement remarqué même que c'est quand le privé même organise certaines choses que c'est bien fait par rapport même aux structures de l'État. Ça, c'est une réalité ici. Nous avons bien vu ici même dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, nous avons vu ici que c'est dans les cliniques privées souvent que les malades sont bien aussi par rapport aux hôpitaux publics. Or, en réalité, si nous sommes vraiment des chers compatriotes, nous pensons être dans le public et être à l'aise. Voilà, donc dire que c'est parce que c'est l'État, avec le ministère de loisirs, je pense bien, qui organise ça, que c'est bien fait. Non, nous disons non. Même si c'est l'État, nous avons le devoir, d'ailleurs même, de critiquer pour que l'État puisse s'améliorer, parce que l'État aussi engage des gens qui sont payés par le contribuable, qui doivent s'occuper de nous. Alors nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que les Africains se mettent à l'aise. Il faut qu'on soit à l'aise. Il faut qu'on soit entretenu. Il faut qu'on se sente aimé par ceux que nous avons choisis pour nous gouverner. Voilà. 22 42 54, si vous souhaitez réagir, aux différents sujets, vous faites votre choix et vous nous appelez. Vous aurez accès à ce plateau et aussi sur la toile. Un léger problème de connexion. Nous espérons que les choses vont rentrer dans l'ordre dans les jours à venir, mais vos réactions sont enregistrées et nous sommes sûrs de donner suite à cette action-là qui consiste à réagir sur notre page Facebook, facebook.com/on garde le contact. La suite. Les gens qu'on peut déjà former pour comment déjà mettre nos produits en sachet sous vide de sorte que ça ne moisisse pas. Il n'y a pas toutes ces structures. C'est vraiment difficile. Donc l'orientation, je suis désolée, je ne serai pas vraiment pour soit l'éducation doit faire comprendre quelque chose. La formation de juriste que j'ai eue me sert à la place où je suis. Parce que pour diriger une compagnie, il faut avoir des connaissances très solides en droit, mais aussi dans le domaine sur lequel tu es établi. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas tout de suite sauter. La formation ne fait jamais de mal à qui que ce soit. On peut se lancer, continuer dans le sens où on nous a orientés, et puis après ajouter d'autres cordes à son arc. Tous les bacheliers vont vous dire que non. Quelle est la formation qui peut me procurer au moins 1 million, 2 millions par mois? Tous. Alors que moi, je leur disais que lorsqu'on fait correctement son travail, on fait un travail qui nous correspond, on peut avoir suffisamment d'argent. C'est vrai que le salaire de base peut ne pas être suffisant, mais les avantages qui sont liés à son métier, il y a le sous-salaire. Tout ça, ça fait que le salaire augmente. Mais les élèves ne vont pas ça. Il y a aussi la responsabilité aussi des gouvernants, du système scolaire, à pouvoir checker depuis la 6e, depuis le CM2, qu'est-ce que cet enfant peut retenir, qu'est-ce que son cerveau peut prendre, etc., avant de vraiment orienter les gens dans les diverses activités. Après le bac, on en a parlé aussi dans la moitié du mois d'août 2015 et on a appris avec les spécialistes en la matière qu'il s'agit d'un processus. Penser orientation au niveau du bac était déjà presque en retard. Et ça, lorsqu'on fait la démonstration, on se rend compte clairement que ce n'est pas faux, c'est vrai. Or, un grand pourcentage de personnes commencent à penser orientation au niveau du bac. En fait, comme je disais hier, la vraie question est une question de choix, de détermination de la voie à suivre. C'est ce qui nous fait défaut, c'est ce qui fait défaut à nos petits frères et à plusieurs même d'entre nous qui sont même dans le milieu professionnel. Qu'est-ce que je devrais faire de ma vie? Voilà. Quand on a le bac, on se demande quels sont les métiers porteurs. On entend par porteur ce qui rapporte beaucoup d'argent. Mais la notion d'argent est relative. Il faut faire un métier dans lequel on est épanoui, dans lequel on se sent bien et duquel on vit tranquillement.
Et c'est la réponse à cette triple équation-là qu'il faut arriver à trouver afin de savoir s'orienter. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a un sage littéraire qui racontait l'histoire de la fable du renard et du hérisson. Voilà, le renard qui, très affamé, voulait manger le hérisson. Il est venu, il a vu l'animal. Dès qu'il s'est approché, l'animal s'est mis en boule et a sorti ses piquants. Il est retourné, il dit, c'est parce que le hérisson m'a vu. Donc je vais venir de façon plus subtile. Nous tous, on sait que le renard a les pas les plus feutrés de la faune. Et donc il est venu très en silence. Dès qu'il s'est approché et qu'il voulait porter le coup de patte fatal et que le hérisson l'a vu, il s'est encore mis en boule. Le renard a expérimenté toutes les voies possibles de subtilité pour pouvoir porter le coup mortel. Mais au dernier moment, le hérisson n'a fait que ce qu'il savait faire, se mettre en boule et sortir ses piquants. Vous voyez ces deux images, il y a quelqu'un qui persévère de plusieurs manières pour atteindre un résultat, un but qu'il n'arrive pas à atteindre. Il passe du chemin A au chemin Z en pensant toujours qu'il a un plan B. Il a épuisé les 26 lettres de l'alphabet, il n'a pas atteint son but. Cette image correspond à quelqu'un qui entame à chaque fois un projet sans arriver au bout, il reprend d'une autre manière, etc., etc. De l'autre côté, on a le hérisson qui se met en boule à chaque fois devant n'importe quelle situation. Donc, il a une seule et unique manière de réfléchir. Le problème ici est que ces deux animaux, dans ce schéma-là, remplissent à eux seuls les différents cas de figure qu'on observe chez les hommes. Il y a des gens qui n'évoluent pas. Ils posent toujours la même action, toujours la même action, toujours la même action. Il y a des gens qui varient leurs actions, mais le but est le même, c'est l'échec. Vous comprenez? La vraie question est donc de se demander, ce n'est pas le nombre d'actions, le nombre de débouchés, le nombre de filières qui importe, mais quelle est cette filière-là dans laquelle, un, j'ai l'assurance d'atteindre mes objectifs d'épanouissement personnel et deux, de vivre décemment. Voilà les questions qu'il faut se poser très tôt et c'est ça la vraie orientation. Sinon, la vraie orientation, ce n'est pas quel est le meilleur job au meilleur salaire, ce n'est pas ça. Mais quel est le bon travail pour moi, adapté à mon épanouissement personnel, qui va me permettre de me réaliser, de m'assumer, de m'épanouir, afin de gagner correctement ma vie. Une fois qu'on a une réponse claire à cette question, on sait où aller. Voilà. Il est difficile d'avoir une réponse claire à cette question parce que le système a créé des complexes. Le système a créé des complexes. Parce que voyez-vous, quand tout le monde court derrière, par exemple, je vais dire quoi, le trésor, c'est parce qu'il y a des primes, la douane, c'est parce qu'il y a des primes, etc. Donc là, voyez-vous que tout le monde va vers là-bas. Maintenant, ceux qui vont vers la menuiserie, la plomberie et autres, vous voyez même dans la société, quand ils veulent même épouser une femme, vous voyez, si on est parlant de la femme, c'est menuisier là, tu as vu. Donc, vous voyez, le complexe. Il y a une demande. Maintenant, Mohamed, le système doit pouvoir insérer tous ces jobs-là, tous ces travaux-là dans le système scolaire pour que celui qui a son BTS en communication, avec celui qui a son BTS en menuiserie, les deux n'ont pas les mêmes complexes. Tu as ton BTS, j'ai mon BTS, que ce soit en menuiserie ou bien quoi, j'ai mon BTS. Et je peux exercer tranquillement sans qu'on me prenne comme un bon à rien. Est-ce qu'en Europe, en Europe, tout le monde peut appeler un plombier pour aller travailler chez lui? Ce n'est pas possible. Parce que c'est quelqu'un qui allait à l'école, qui allait même à l'université pour avoir des diplômes. Donc il faut qu'on arrive à cela. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Le constat qu'il pose n'est pas faux. Toutefois, quand bien même il est bon de noter que le système en tant que tel a une part de responsabilité, il faut aussi attirer l'attention sur ce que j'avais appelé lors de ce débat-là, la mauvaise éducation des Ivoiriens, puisque c'est d'eux que je parle en ce moment. On est mal formé, mal informé, si bien que notre éducation en pâtit. Quand on parle de ces menuisiers-là que tu as vus pour épouser, j'avais dit ici que c'est normal qu'on ait eu ce genre de réaction parce que sur de longues décennies après les indépendances, l'administration était le Eldorado. Tout le monde pensait qu'il fallait s'asseoir dans un bureau au plateau pour être qualifié de personne ayant réussi. Mais j'attire votre attention sur un fait. Aujourd'hui, c'est lui qu'on appelle menuisier, mais c'est qui en réalité? Est-ce que c'est quelqu'un qui a suivi une formation pour pouvoir produire des meubles de qualité tels qu'on les voit dans nos grandes surfaces ici? Ou bien c'est quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie, mais qui, pour ne pas rester oisif, s'en va fabriquer de la bricole et de la pacotille? C'est ça aussi qu'il faut dire.
Combien sont-ils ces gens qu'on appelle menuisiers et choses de façon dérisoire, mais qui confirment eux-mêmes par la mauvaise qualité de leur travail le tort? Non, permettez-moi de terminer. Il faut qu'ils soient formés justement. Il faut qu'ils soient formés. Et ça, j'attire l'attention dessus parce que c'est très important. Il ne faut pas se jeter dans un métier ou bien dans une voie parce qu'on a dit, on ne se sent pas soi-même capable d'être à la hauteur, ou bien parce qu'on pense qu'on a échoué. C'est le comportement du renard en question. On tente ici, ça ne va pas. Il y a des gens aujourd'hui, tu le vois, il est plombier, demain il colle barrique, après demain il soude toi, etc. Non, il faut choisir une bonne voie. Si le sage a dit, si tu es balayeur, balaie les rues très bien. Et tellement bien que si un ange descendait, ils disent, ici est passé un balayeur. Voilà de quoi il s'agit. Oui, je suis d'accord. Ok, allez-y, madame. madame. Je dis sa question, il y a même trois, parce que ce n'est pas ou celui qui a été formé ou celui qui a raté sa vie. Moi, il y a des enfants qui, dès le départ, tu sens qu'ils ont ça en eux. Mais il n'y a pas de structure. Ce n'est pas la faute donc du mauvais menuisier, ce n'est pas forcément la faute du mauvais. Tous nos métiers, tous nos hommes de métier de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas leur faute s'ils sont à peu près menuisiers, à peu près plombiers. Non, ils veulent bien apprendre. Mais il n'y a pas que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas. Parce que pour aimer même, il faut qu'il y ait une école. Parce que s'il n'y avait pas d'école, qui allait vouloir aller à l'école? Pas forcément. Non, j'en viens. Non, j'en viens. C'est pour dire que le problème ça se rejoint. Que ce que Seydina dise ou ce qu'il dit, ça se complète, je veux dire. Parce que, on voit mal un plombier ou un menuisier. Il y a aussi la société qui s'est arrangée pour que nous ayons c'est vrai, moi, dans une administration, je vais à l'ENA, je sais qu'au Trésor, ça va. Les gens se bagarrent. Il y a des gens qui ne prennent même pas cette chance qu'ils ont. Ils font l'ENA, ils ont cette chance de sortir, d'être orientés, et qui boudent. Ah non, moi, je ne veux pas tel ministère. Je dis, mais est-ce que vous vous dites que c'est une opportunité d'avoir un travail? C'est-à-dire qu'on a tellement perdu les valeurs que même quelqu'un qui a fini son cycle, que tu l'orientes dans un ministère, il se bagarre, il ne veut pas. Vous les envoyez à l'intérieur? Non. Je dis, mais si vous n'allez pas à l'intérieur, moi par exemple, je suis, excusez-moi, d'Acoupé. Si je ne veux pas aller travailler, ou bien X ne veut pas aller à Acoupé, mais qui va développer Acoupé? Et après, on se plaint pour dire, ah ben l'hôpital ne fonctionne pas à l'intérieur, rien ne fonctionne à l'intérieur. Mais si vous ne voulez pas aller à des fonctionnaires à l'intérieur, tout le monde veut rester à Abidjan, tout le monde veut soudoyer. Tout le monde dit, mais qui va développer chez toi? Moi, d'aller à Bangourou, par exemple, quand toi, tu ne veux même pas aller à Bangourou. Mais vous voyez, on a tout c'est-à-dire, les problèmes sont tels qu'en 30 minutes, 1 heure, une journée, on n'en finirait pas. C'est-à-dire, il y a une déconnexion des valeurs qui même, il faut que ces valeurs-là même reviennent pour qu'on fasse accepter un enfant qui a même, un enfant peut être en CM2, on peut voir en lui la plomberie, des qualités de... Mais il ne va même pas accepter malgré que ce soit... Même s'il sait le faire, il va dire, moi je fais ça, mais moi je ne veux pas être menuisier. Voilà, parce que ça veut dire qu'il faut travailler même d'abord les valeurs avant même de reprendre les orientations. C'est à cela que j'ai parlé de mauvaise éducation. Voilà, on a été mal éduqués. Mais je voudrais terminer sur un dernier point qu'elle a soulevé qui est très important. En réalité, vous n'en disconviendrez pas, puisque nous tous ici, nous sommes dans le milieu professionnel. Ce n'est pas le travail qui manque en Afrique. Je vous assure, en Afrique, il y a du travail. Vous savez, les gens cherchent l'argent. Les gens ne cherchent pas de travail. On n'a pas besoin d'une école pour apprendre. Il faut aller à une école plutôt pour apprendre. D'où vient la nuance? On n'a pas besoin d'aller dans un bâtiment où on a écrit « Établissement national de formation en menuiserie supérieure des Tantans ». Si Seydina est menuisier, je peux aller à l'école de Seydina. Et quand je viens à l'école de Seydina, c'est pour apprendre à être menuisier, non pas pour chercher de quoi maintenant là, aller payer mon loyer ou bien, etc. etc. C'est un sens de priorité qui nous a manqué. Et les gens dont vous voyez le travail médiocre, de qui on se moque en disant « Ah, c'est menuisier, tu as vu pour épouser », c'est justement ces gens-là qui ont confondu la priorité de la formation et, comment dirais, le besoin de se faire du gain. Sinon, ici, franchement, il y a de très grands menuisiers. Il y a des menuisiers même dont les grandes surfaces vont chercher des meubles et les présentent comme étant des meubles importés.
Il y a des plombiers de renommée. Il y a des dessinateurs, des peintres de qualité exceptionnelle qui passent même souvent sur nos chaînes nationales. Il y en a de tout. Mais allons à l'école de ces gens-là. Et puis après, vivons de ça. La responsabilité vient aussi de l'État. Parce qu'il faut que l'État donne la même chance à tous ses enfants. C'est-à-dire que si l'État veut former des gens pour aller à l'ENA, veut former des gens pour aller à l'université et autres, il faut que l'État aussi donne les moyens à ceux qui ne veulent pas aller là-bas. Parce que ce n'est pas forcément que quelqu'un n'a pas réussi au bac ou bien qui n'a rien à faire, qui va à la Venezuela, etc. Il y a des gens qui vont par amour, mais il n'y a pas de structure là-bas pour pouvoir... Les lycées professionnels sont encouragés. Justement, vous avez remarqué qu'ils sont même en voie de disparition. Ils sont en voie de disparition. Parce qu'on a créé une maladie de complexe. C'est celui qui est dans le bureau qui... Voilà. D'accord. Ok, alors, cher bachelier, nous vous souhaitons une très bonne rentrée scolaire. Ça sera dans quelques semaines et vous avez eu de quoi vous équilibrer, hein, voilà, opter pour une filière qui vous arrangerait aussi tout en tenant compte de tout ce qui a été dit sur ce plateau. Nous souhaitons en tout cas une bonne et belle carrière à ceux qui viennent d'entamer des carrières et bonne orientation et bonne rentrée scolaire à tous ceux qui s'apprêtent à le faire. Voilà. Dans seulement quelques instants, nous vous passerons les brèves. Et parmi les brèves aujourd'hui, nous avons un élément concernant la dépigmentation qui est interdite ici en Côte d'Ivoire. Et quelques mois après, comment est-ce que la situation se vit sur le terrain, comment est-ce que les personnes agissent par rapport à cette interdiction. On aura l'occasion d'en parler tout de suite. En Côte d'Ivoire, la dépigmentation a été officiellement interdite. Hein. Sur le terrain, comment est-ce que les choses se passent? Voici un élément qui nous en dit beaucoup. Changer de teint au péril de sa vie. À Abidjan, comme dans d'autres villes africaines, beaucoup de femmes veulent une peau plus claire. La tendance est à la dépigmentation. Florence est coiffeuse. Pour elle, le blanchiment de peau est synonyme d'élégance. J'aime le teint clair, ça me plaît, donc je ne veux pas noircir. Je refuse, je ne veux pas. Comme Florence, bon nombre d'Ivoiriennes se font blanchir l'épiderme. Si aucun chiffre n'est disponible, les tchatchos, nom donné aux dépigmentés, sont omniprésentes à Abidjan. Mais si certaines le font pour suivre la mode ou par plaisir, d'autres y sont contraintes par leur mari. C'est le mari qui pousse femme à faire ça. Sinon, pas toutes les femmes aussi qui aiment produire. Mais situation oblige. Lotion, savon ou crème, les produits éclaircissants existent sous plusieurs formes. À base de mercure, de corticoïdes et d'hydroquinone, un agent blanchissant interdit en Europe, l'utilisation de ces produits fragilise la peau. Ils créent des boutons, des cicatrices, des taches blanches, mais peuvent aussi engendrer des maladies plus graves. Si les complications infectieuses peuvent être facilement gérées, mais des complications telles que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, c'est des complications qui sont graves et qui nécessitent des prises en charge pratiquement à vie. Le gouvernement ivoirien a interdit par décret fin avril les produits de dépigmentation. Mais 2 mois après son adoption, son application reste très limitée. Tinane a subi une dépigmentation. Pour elle, les règles doivent être plus strictes. Il y a des choses qu'ils ont interdites sur le marché aujourd'hui de nos jours, que moi je vois toujours sur le marché. Donc je vois que ce n'est pas suffisant. Donc il faut aussi des personnes pour sensibiliser. Après la sensibilisation, le gouvernement va passer aux sanctions. Un comité national d'évaluation et d'autorisation de commercialisation a été mis en place pour veiller à l'application des mesures. Les contrevenants risquent une amende allant de 75 € à plus de 500 €. Alors, fin avril, interdiction par décret, on se rend compte qu'il s'agit d'une loi presque impopulaire. Hein, lorsqu'on écoute les dames interrogées, la dépigmentation qui gagne en proportion. Il y a quelque chose que je ne me suis pas encore pardonné à moi-même jusque-là, c'est de n'avoir pas parcouru le texte de loi qui en griffe interdit la dépigmentation. Il met ça en griffe, je ne sais pas l'objet exact sur lequel porte le texte de loi. Mais cela dit,
Interdire la dépigmentation n'a pas de sens, hein, selon moi. Peut-être que tout au plus, on pourrait interdire la commercialisation des produits servant à la dépigmentation. Voilà. Sinon, la dépigmentation en tant que telle, c'est le fait de se débarrasser de ce qui nous rend noirs. Maintenant, n'importe quel produit pourrait avoir des conséquences entraînant ce résultat-là. Donc, je ne sais pas exactement sur quoi porte la loi. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux faire un propos qui ne vise pas personnellement ce texte-là, puisque jusque-là, je ne le connais pas encore. Je veux essentiellement rebondir sur les propos des femmes qu'on entend très souvent, qui disent que c'est parce que les hommes aiment les femmes claires qu'elles sont amenées à se dépigmenter. Je vais parler très honnêtement. Personnellement, quand je vois une femme claire, sans être hypocrite. Non, je n'injurie pas, je dis sans être hypocrite. Je ne dis pas que je n'aime pas les femmes claires. Voilà, une femme claire pour moi est agréable à voir. Une femme ébène est aussi agréable à voir. Si bien que si je suis tombé amoureux d'une femme ébène, il n'y a pas de raison que je l'incite à devenir claire. Tout comme si je tombe amoureux. Le truc est de tomber amoureux, d'aimer la personne en question. Pourquoi est-ce que celle que j'ai aimée va changer de peau pour devenir claire? Voilà la vraie question. Maintenant, celle qui, étant dans son coin là-bas, me voit avoir un sourire quand je vois une femme claire et s'en va se faire changer de peau, espérant aussi attirer mon attention, mais il faut qu'elle sache que je suis au courant qu'elle était noire avant. Voilà comment le débat se résout en lui-même. Voilà, je suis au courant de son premier teint. Donc, le changement, là, c'est pour répondre à quoi? Hein? C'est un peu facile, quoi. C'est sur ce point-là que je voudrais justement intervenir. C'est bien, on lutte pour leur éviter des maladies, parce que le spécialiste l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas sans conséquence, mais elle persiste, elle trouve que c'est le must de, je vais dire, de l'aisance. Mohamed, cette loi-là ne peut pas guérir cette maladie-là. Parce que... Non, nous ne parlons pas de là. Nous parlons même des celles qui sont concernées, oui. Quand je parle de maladie, je parle de la maladie sociale. Je ne parle même pas de la dépigmentation, même, ce qui crée. Non. Parce que socialement, il y a beaucoup d'Africains, socialement, nous sommes malades. Il faut qu'on soit soigné. Il faut qu'on soit soigné psychologiquement, etc., etc. Vous voyez, cette loi doit commencer depuis le berceau. Parce que quel est le type de beauté qu'on nous présente? Quel est le type de beauté qu'on nous présente? Depuis le berceau, la petite fille a une poupée blanche. Il grandit avec ça. Et la beauté pour la petite fille, là, c'est la peau blanche, là. Ça, c'est une chose. Mais quel type de beauté qu'on nous présente sur le plan national? Les élections Miss en Afrique. Quelle valeur réelle africaine que ça fait sortir? Ce sont les lunettes occidentales. On lui dit qu'il n'y a pas de Miss noire? Donc, non. Je n'ai pas dit noir. Quels sont les critères? Je dis bien, quels sont les critères qu'on nous présente? Non, mais est-ce qu'il y a un critère qui vise le teint? Mohamed, les critères qu'on nous présente dans l'élection Miss, dans les pays africains. Je n'ai pas encore. En dehors, moi je ne parle pas du teint. Il y a des points concernant le teint? Non, je ne parle pas. Moi je ne parle pas des critères. La plupart de celles qui gagnent sont blanches. Moi je ne parle même pas. 90% de ces critères sont des critères occidentaux. La beauté africaine en tant que telle n'est pas mise en valeur. Or, ce sont des cérémonies qui sont parrainées par des structures très importantes même de l'État, dont le ministère même de la Culture. Or, en réalité, ce n'est pas culturel africain en tant que tel. Ça, c'est un. De deux, quel type de bourgeoisie, quel type de grande dame qu'on présente aux Africains? Voilà le problème. Donc, ces femmes-là, on va les accuser pour rien, on va prendre des lois pour rien, mais il faut combattre le système lui-même. Maintenant, on leur dit, c'est vrai que les médias... maintenant on leur dit, les spécialistes leur disent qu'il y a un danger à se dépigmenter. Il y a, je vais dire, la loi vient les aider aussi à comprendre cela. Bien, parce que je suis quelqu'un, j'ai fait 7 ans dans le cosmétique. Hein. Je connais très bien ces femmes-là. J'ai essayé d'échanger avec elles psychologiquement, moralement, pour essayer de comprendre leurs motivations. Parce qu'avant de m'engager dans le panafricanisme et les trucs des valeurs africaines et autres, je me suis formé, Mohamed. Je me suis formé. Parce que ce problème de pigmentation, je ne l'attaque pas comme ça. Je n'attaque pas les femmes en tant que telles. Il y a une maladie psychologique qui est là. C'est-à-dire que ce virus-là, c'est le système lui-même. Voilà, mais vous dites autre chose, mais la dame dit que c'est vous, les hommes, elle vient de le dire. Tu vois, il dit bien, il faut qu'on nous soigne. Nous tous, on doit
doit être soigné. Quel est le type de beauté qu'on nous présente, que ce soit les hommes ou les femmes? Vous aussi, vous aimez les femmes claires? Non, je n'ai pas dit que j'aime les femmes claires ni les femmes noires. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut qu'on soit soignés tous. Les Africains soient soignés. Quel est le type de beauté qu'on nous présente? Il faut qu'on soit Justement. clair. Il n'y a aucune honte à aimer une femme claire. Oui, c'est ça non, il n'y a aucune honte à aimer une femme claire. Pardon. Mais ça, c'est une femme claire. Par contre, c'est une femme dépigmentée. Avec une femme claire, c'est différent. Non, moi, je ne parle pas d'elle-même. Je dis, dans le principe, il n'y a aucune honte à aimer une femme de teint clair. OK? Mais les femmes qui se dépigmentent, c'est-à-dire qui vivent de l'ébène au clair, il faut qu'elles choisissent bien un argument honnête. Il ne faut pas qu'on s'éternise dans la question de les hommes aiment les femmes. En quoi est-ce que, ou du moins, quelle est la base scientifique qui démontre que les femmes claires ont plus de chances d'avoir un homme que les femmes de teint ébène? C'est ça le truc. Donc, il faut un début d'honnêteté dans ce qui guide leur choix à vouloir se dépigmenter. C'est-à-dire que je ne veux même pas qu'on accuse ces femmes-là, Mohamed. N'accusons même pas du tout ces femmes-là. C'est des gens qu'on doit aider à guérir. Qui ça? Les hommes? Ces femmes-là. Parce que c'est le système même. C'est-à-dire, physiologiquement, il y a une maladie qui est là dans la tête, Mohamed. Vous avez déjà dit. Donc n'accusons pas ces dames. Il faut qu'on leur fasse prendre conscience qu'elles sont malades. Il faut et ce n'est pas une accusation. Il faut que les gouvernants, c'est-à-dire qu'il faut que le système prenne conscience. Mais c'est ce qui est fait. Qu'il attend de détruire ses enfants. Ce n'est pas ces lois-là. D'accord, c'est ce qui est fait maintenant. Ces lois doivent commencer depuis le berceau. Très bien. Depuis les poupées, depuis les élections mises, depuis la bourgeoisie, etc. D'accord, merci Seydina. Alors, la seule dame sur le plateau, on voit quand même... De teint clair. Alors, vraiment, on n'en rit pas du tout parce que c'est sérieux. Le décret est là, mais à écouter les dames, on sent que vraiment elles ont encore un vrai penchant pour la dépigmentation. Oui, parce qu'il ne faudrait pas que les hommes se voilent la face. Je suis désolée. C'est vrai que l'homme souvent est attiré par une femme au teint clair. Ça, c'est un phénomène social, qu'on ne peut pas se voiler la face, on ne peut pas... ça, c'est vrai. Et ça a entraîné un certain complexe. Même dans une famille, quand vous naissez, entre vous, vous êtes 4 filles. Celle qui est un peu plus foncée, des fois, elle est un peu... Ah, toi, tu es trop noir là même. Toi, tu viens d'où? Toi là même, attends, tu ressembles à qui dans la famille? Vous voyez, il y a souvent nous-mêmes on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a ce phénomène qui existe. Vous voyez? Ou bien quand quelqu'un garde son beau teint noir, moi c'est vrai, j'ai un teint clair, mais quand je vois une dame qui a un beau teint noir qu'elle a conservé quand je vais dans un salon de coiffure ou quoi, j'admire, je dis félicitations. On a même une chanteuse ici qui a gardé son teint, excusez, je ne dis pas le nom, mais je l'aime beaucoup à cause de ça, vous voyez. Et maintenant, quand il dit, quelles sont les images qu'on nous montre? La réussite, en Afrique, dans la plupart des pays africains, réussir, il faut avoir un teint clair. Dès que tu réussis, il faut te dépigmenter. Là, ça démontre que tu as vraiment réussi, tu es devenu propre, mais ce n'est pas normal. Vous voyez, mais le phénomène social est une plaie que nous devons corriger. Et je suis d'accord avec lui quand il parle de critères de beauté. Normalement, on ne peut pas, vous savez, le débat du teint, parce qu'il y a des teints, moi j'ai un teint clair, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on veut une miss de teint noir et moi on va m'éliminer. Il y a aussi une ségrégation que nous pouvons créer qui n'est pas bonne. Vous voyez, un rejet qui ne sera pas bon. Parce qu'en Afrique, il y a des teints clairs, il y a des teints noirs. Maintenant, si les élections, s'il y a une belle fille au teint ébène, qu'on leur dise qu'avec leur teint ébène, elles ont tout aussi la chance d'être élues Miss, et le complexe va déjà partir. C'est vrai que quand on parle de poupée, une poupée blanche, il y a aussi ce phénomène-là. Mais hier, ça s'était créé. Mais aujourd'hui, il y a même les poupées, excusez, ce n'est pas la publicité, les poupées Barbie, on crée des poupées noires. Aux États-Unis, c'est un phénomène qu'ils ont combattu et qu'ils ont créé des poupées noires. Donc, va acheter la poupée noire à ton enfant. Très bien, très bien. Alors, il n'y a pas de conclure à ce propos-là. Évitons de faire trop de démagogisme. La dépigmentation, c'est dangereux. Disons aux femmes qui se dépigmentent d'arrêter. Et aux hommes aussi. Et aux hommes aussi. Non. Virer du noir au clair. Il y a des hommes aussi. Je ne parle pas d'eux. Non, mais si, c'est un phénomène. Non, je dis que je ne parle pas d'eux. Non, parlons des deux. Je
ne dis pas qu'ils font bien. Non, mais parlons Mon propos portait sur les femmes. Non, les deux. Voilà, les L'élément femmes. n'en a pas montré, mais. Voilà, les femmes qui se On dit dépigmentent. dépigmentation. Voilà. La solution à ce On dit problème. dépigmentation. Sinon, les hommes n'ont pas eu de poupée claire ou chose. Quand quelqu'un fait mal, il faut lui dire ce que tu fais n'est pas bon. C'est pas une accusation. Si on s'arrête seulement aux femmes là, le phénomène va toujours continuer. Or, le problème lui-même là, c'est un problème social africain. C'est-à-dire que c'est le complexe. Et puis ce complexe là, on nous cultive ce complexe matin, midi et soir avec ce qu'on nous présente. D'accord. Voilà le problème. La loi a absolument son sens. Il faut la loi d'abord et ensuite la sensibilisation. Voilà, on vous dit, c'est interdit en tout cas, c'est éclairci la peau. C'est vraiment interdit depuis fin avril. Voilà. Le fait que ceux qui ont pris la décision soient dans la culture aussi. C'est-à-dire que nous Très bien. aussi que franchement, Voilà. ils sont culturellement aussi là. Très bien. Voilà. L'information, c'est que c'est vraiment interdit, c'est éclairci la peau ici en Côte d'Ivoire depuis fin avril. Le battle, la chose se précise. Vous êtes inscrits, les équipes de production vous attendent pour un grand show. En tout cas, le battle, c'est le concours de danse lancé par RTI2 et aussi. L'équipe de Vacances en Folie Musique Active vous donne rendez-vous vendredi 28 à 12h à l'Industrie Bar. Bande annonce. Wassa Wassa Man, Wassa Wassa Boy. Je vous donne rendez-vous ce vendredi 28 à l'Industrie Bar VIP de Yopougon pour l'enregistrement de Musique Actu Vacances en Folie. Et bien, à partir de 12h12, soyez tous présents parce que je serai avec mes tigresses. On va... Sébastien Blackis. Musique Actu. Demain, on parlera culture avec Bidefer et les autres. On parlera de ce qui a bougé durant le mois d'août 2015 ici en Côte d'Ivoire. Ce sera également un tableau récapitulatif. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Inabo. Inabo, vous avez parlé des femmes, les hommes aussi sont concernés par la dépigmentation. Il y a des hommes qui le font. Mais, voilà, c'est interdit aux deux. Merci à Seydina. Merci, bonne journée. Merci à Marie-Christine Adou. Merci beaucoup. On a rendez-vous demain à 13h15 pour parler des cultures, comme on vous l'a dit. Nos programmes se poursuivent.